Bonsoir à tous et merveilleux pour 2020-2021, madame, monsieur. Bienvenue à cette première édition équinoxoire de l'an de grâce 2021. Nous sommes donc partis pour 2 heures d'émission pour ce tout premier numéro équinoxoire de 2021. Pour Paul Biya, le président de la République, l'année 2020 restera dans les mémoires comme une année sombre du fait de l'irruption sur notre planète de la pandémie du coronavirus et ses centaines de milliers de morts à travers le monde. Sombre du fait de l'insécurité à la frontière orientale et dans la partie septentrionale. Tableau encore plus sombre dans les régions nord-ouest et sud-ouest où des groupes armés entretiennent l'insécurité et la terreur. Pour le président de la République, l'assassinat des élèves de Kumba ne saurait rester impuni. Sombre pour nos finances publiques et notre économie, fortement perturbée par la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale. Mais quelques lueurs d'espoir marquées par la consolidation, selon Paul Biya, du processus démocratique. Année sombre, pas facile, mais pour le chef de l'État, l'économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond. Grâce aux partenaires internationaux et dans l'hypothèse d'un recul de la pandémie, il est permis de penser qu'une reprise est possible dans les mois à venir. J'ai cité là le président de la République, Paul Biya. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition bilingue de cette journée fériée du journal qui vous sera présenté par le journal, c'est la bilingue, madame, monsieur. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite donc, madame, monsieur, le fait du jour. Discours à la nation, satisfaction ou espoir déçu? Pour tenter de répondre, madame, monsieur, à cette question, nous avons invité en plateau des Camerounais et également du côté de notre diaspora, des Camerounais vont participer à ce premier numéro équinoxoire. Mba Akwen Nadia, you're welcome. Thank you, Mr. Happy New Year. Thank you, same to you. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinoxoire. Bonsoir à tous les militants du PCRN qui sont dans le monde entier. Je voudrais envoyer mes vœux special New Year to my all-round president. He's no other person than Honorable Cabral Libi, the man who was able to impact positively in the lives of many Cameroonians despite the difficult times we had in this year. I also want to send this special New Year to his wife. You know, behind every successful man, there is always a woman, that strong woman who was able to impact in the life of our president to serve all Cameroonians. I greet you, Madame Libi, from Equinoxoire in Douala. Thank you. Voilà, en face, Paul Eyoum. Bonsoir, Paul. Bonsoir, c'est Jalem. Bonsoir aux millions de Camerounais. Je souhaite mes vœux les meilleurs aux Camerounais, au peuple du Cameroun. Je souhaite mes vœux les meilleurs au président Serge Sambaka. Je souhaite mes vœux les meilleurs à toute la famille Equinoxoire et particulièrement aux conseillers régionaux parce que 2021 sera l'année charnière dans la lutte pour la décentralisation. Ok. Il y a des conseillers régionaux dans Equinoxoire? Bon, vous savez... Vous souhaitez qu'il en soit, particulièrement aux conseillers régionaux. Il y a des conseillers régionaux aussi. C'est vrai que je voulais dire je voulais souhaiter de manière globale aux conseillers régionaux. Je parle notamment à mon président de région Ballon Pierre, au questeur M. Camille Kindi, Mme Dédi Rebecca, et même d'autres élus de Equinoxoire. Vous savez, il y a des députés, il y a des maires qui sont dans la famille de Equinoxoire. Ce sont tous ces élus, particulièrement les maires, qui doivent se battre pour que nous ayons une réelle décentralisation. Parce que si nous loupons 2021, ce sera grave. En 2022, peut-être il faudra parler de fédéralisme. Ok. Didier Mkwa, bonsoir. Merveilleux. Merveilleux, je dis bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais surtout envoyer mes meilleurs voeux au couple présidentiel parce que j'ai eu la bénédiction. Meilleurs voeux à monsieur. Vous les renvoyez parce que vous avez reçu le message ce matin. Oui, c'est la similité. Ah, okay. Oui. Je voulais aussi envoyer... Pour dire que vous avez reçu le message. Tout à fait. Ok.
Je voudrais aussi envoyer mes meilleurs vœux 2021 à monsieur et madame Issa Chiroma, à tous les militants du FSNC. Si tu me permets, hein, tu pourras prendre mon temps. Je voulais surtout rendre un vivant hommage à Sa Majesté le Prince Choi Vincent Kamajou, qui a été élu par le Collège des chefs traditionnels de l'Ouest comme conseiller régional de l'Ouest. Vous savez, l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire peut bégayer. Le prince Choi Vincent est le fils du prince Daniel Kamajou, le tout premier président de l'Assemblée législative camerounaise. Cette haute personnalité qui a eu l'audace, la témérité, le courage, en octobre, le 29 octobre 1959, il a dit non au Premier ministre Ahidjo. Il a dit non à sa requête qui voulait le plein pouvoir, dit-il, pour mater la rébellion dans le pays, dans la région Bamileke, dans la région Bassa. Il lui a posé au plein pouvoir d'organiser une table ronde inclusive où tous les fils et filles du Cameroun devaient parler du Cameroun, devaient parler de la situation du Cameroun. Et Serge, je le dis ici parce que si cette table ronde avait été organisée, je suis convaincu qu'on n'en serait pas là aujourd'hui avec le pouvoir anglophone. Donc c'est pour ça que je rends un vivant hommage à son fils. Je préfère aussi rendre un hommage à cette personnalité dont on ne parle pas assez, dont l'histoire est aujourd'hui enfouie dans le ciment de l'oubli. Et je suis convaincu que lorsque arrivera le temps de rédiger la vraie histoire du Cameroun, un mausolée sera réservé au prince Daniel Kamajou. Ok. Serge Gauthier Onanena, bonsoir, bienvenue, meilleurs vœux. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs, meilleurs vœux à tous les Camerounais et les Camerounaises, principalement les militants du PURS, meilleurs vœux à nos copanélistes, au féminin, au masculin. Okay. Bien votre président. Ah oui, Serge. Le secrétaire, comme vous appelez. Ah oui, Serge Espoir Matomba va très bien. Il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur homme politique il y a quelques jours au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est la preuve que et le PURS et notre leader, premier secrétaire, se portent merveilleusement bien. Ok, voilà. Nadia, je commence par vous. Le président de la République s'est exprimé hier. Qu'est-ce que vous retenez? Well, Mr. Serge, when I listened to the end of your speech of our president, I was stereotyped. Because despite all what he invoked, I really was attracted to what he said about the Northwest and Southwest crisis. You know, he still went on with the blame game, which to me it is not necessary at this period. Because normally he was supposed to come out and bring out solutions to bring out solutions to the problems of the Northwest and Southwest. But yet he continued blaming the armed group in the Northwest and Southwest and keep accusing them, which we had no solutions. You know, Cameroon is at emergent state that we need solutions, not blame game, because we have been blaming ourselves, like what happened in the Ngabu crisis, the Kumba massacre, but till date, we have no resolutions. To me, I thought that the president would have come out and say, I am calling on a ceasefire. I am calling on a compromise. I am calling on an inclusive dialogue. That is what I really wanted to hear from all what he said. But despite all what he said, he kept blaming the secessionists and called them thieves and whatever. I was also attracted to what he spoke about the COVID-19 crisis. He was so focalized on the COVID-19 crisis. I don't know why. To me, maybe because he's old, and because I can tell you that ever since this COVID-19 started, he has been on the height. He has been indoors. He has been preserving himself. So I thought that perhaps it is because he's old. That is why he focalized on the COVID-19 crisis. And he also spoke about the budget, which of the budget of the 2021 COVID-19 is up to 1 billion. He spoke of 1 billion, and that, according to the demands on the field, it might increase. So to me, all what he said didn't attract me. I didn't find something tangible to be able to recall that my president came out and he brought out something tangible for the population, because the population are focalized on the Northwest and Southwest. They wanted solutions. They wanted something better. But yet he came out and he said he's going to continue fighting the armed forces. He's going to continue fighting these guys. You cannot keep fighting your own children, because
in a house or in a home, when children are fighting, you call them and you try to dialogue with them. He also spoke il dit qu'il ne fait que ça depuis octobre. Il appelle ces jeunes qui ont pris les armes à les déposer. He called them to drop their arms. Oui. If you want to call your children to drop their arms, you as the father, you start by example. He would have called out the military to leave that zone and said, okay, I have left. Children, put down. Vous parlez de démilitarisation? Yes, I talk of a ceasefire on the both parties. Oui. Because normally he was supposed to tell military come back, and he said, okay, I preach by example. My children, I have left the zone. I want a compromise. When we talk of compromise, the both party should come to when I talk of compromise, the both parties should give up. As a father, you are in charge of this country. The security of a country depends on you. Okay. So you will not come out and blame the children and you still want something to happen. Nothing will happen. And he spoke of those that are in charge of this crisis, that are living in the diaspora. He spoke of them and he said he's going to punish them. To me, it's funny because he knows where these guys have been for 4 years. He has done nothing. Okay. They speak aloud on social media. They are free and they do what they want. Nothing has happened. And I don't think that il a appelé les pays amis qui hébergent ces personnes à plus de responsabilités. Of course. He said when they'll be identified. Serge Gauthier va nous dire. He said when they'll be identified, he's going to punish them and they're going to answer for their crimes. Ok, merci. On va donc prendre la direction de les Pays-Bas. Pays-Bas, où nous attend Boris Berthold. Bonsoir Boris. Voilà, on va repartir. Voilà, ce concept d'abord Serge Gauthier Onanina, Serge Gauthier, lorsque le président de la République appelle les pays amis à plus de responsabilités vis-à-vis de ceux qui hébergent les donneurs d'ordre, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il veut par là dire le président de la République? À plus de responsabilités, on veut comprendre. Ça veut dire quoi? Plus de responsabilités. C'est une bonne collaboration inter-État. On ne peut pas, par exemple, être une puissance ou une superpuissance et prôner la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'insécurité et la déstabilisation des pays, les États de droit, et financer et héberger ceux qui les financent. Voilà, vous permettez, je vais revenir à vous parce qu'on me fait signe qu'il est déjà là. Boris, bonsoir Boris. Bonsoir Serge, bonsoir aux différents panélistes et bonsoir aux téléspectateurs de Nox TV, et je renouvelle mes meilleurs vœux 2021 à l'ensemble du peuple camerounais. De journalistes, écrivains, chercheurs en criminologie et surtout auteurs de l'ouvrage L'otage. Tout un programme, hein, Boris. Je ne vous reçois pas très bien, s'il vous plaît. Serge, la connexion elle est un peu tendue. Si, je dis, vous êtes journaliste, écrivain, chercheur en criminologie et surtout l'auteur de l'ouvrage L'otage. L'affiche en dit long. La couverture, on va le dire. J'ai des petits soucis. Voilà, quelques petits problèmes avec Boris, le temps de mieux se connecter. Voilà, continuez. Alors j'étais en train de dire qu'il y a donc cet appel du pied que le président de la République lance aux pays partenaires, c'est-à-dire quand il parle de pays amis, ce sont des pays avec lesquels le Cameroun entretient des relations, des rapports de coopération, et dans ce sens donc il les interpelle en leur demandant de durcir le ton concernant tous les pays qui hébergent les potentiels financiers de la guerre ou de la crise anglophone, de ceux qui arment ces jeunes là-bas. C'est vrai que c'est une possibilité de solution, mais je ne sais pas si je dois revenir sur... C'est pas la première fois que le président de la République interpelle ces pays. Oui, ben, ça veut dire que depuis, rien n'est fait. Mais vous savez, Serge, je ne vais pas répondre à la place et des pays et du président de la République, mais je dis, lorsque vous formulez une demande et qu'elle ne trouve pas satisfaction, vous avez l'obligation, à défaut d'avoir le devoir d'insister, de persister, même de signer, de façon à ce que vous trouviez satisfaction par rapport à votre préoccupation. Mais je ne sais pas si cela pourrait être la solution au problème. Peut-être l'une des solutions, mais pas la solution. Et moi, je dois vous dire, concernant
concernant la crise du Nozo qui vient d'être évoquée tout à l'heure par la dame du MRC et du PCRN, il faut indiquer que moi j'ai été un peu déçu parce que le président de la République a démontré qu'il est dans une logique de continuité. Évidemment, un chef de l'État doit être ferme, mais il doit aussi avoir une dynamique, il doit s'inscrire également dans une logique d'ouverture. Donc on se serait attendu que par rapport à l'immobilisme qu'il y a sur le terrain, il y ait des réajustements par rapport au traitement de cette crise anglophone. Or, ici, on sent que, évidemment, au regard de ce qu'on a cru transparaître dans le discours, lui, il s'estime satisfait par rapport à ce qui se passe. Or, les faits sont autres. C'est pour ça que nous, par exemple, au PURS, on a toujours demandé la multiplication des dialogues. Vous savez, on ne perd rien à multiplier les dialogues tant que la solution définitive n'est pas trouvée. Et il n'y a aucune honte, par ailleurs, à continuer à dialoguer lorsque la solution n'est pas là. Tant que les armes, tant que cette communauté, tant que ce peuple, tant que nos compatriotes de là-bas ne sont pas satisfaits, il faut leur demander quelque part ce qui ne va pas. Évidemment, il y a ce que l'État peut céder et ne pas céder, parce que aussi il ne faudrait pas également que ça serve aussi, la crise du Nozo serve d'outil de chantage, mais il est important que on l'écoute au moins. Quand on a écouté l'interlocuteur, ça le rassure clairement dans la volonté de résoudre clairement ses préoccupations quand on est proche de lui. Il y a eu des responsables publics, des personnalités qui sont allées là-bas et qui bénéficient d'une certaine crédibilité. Il faut que ces personnalités continuent à être des interlocuteurs. Il ne faut pas que ce soit un mélange du tout venant qui, avec des personnes, des crédibilités en contestation qui soient mises à contribution dans la résolution de ce problème. Voilà, justement, Paul Youm, on a également senti une fois de plus la main tendue du président de la République qui demande aux jeunes de déposer les armes. Le président de la République... Ça ne semble pas marcher pour vous depuis, là? Non, ça ne semble pas marcher. Si ça marchait, c'est que le président de la République ne reviendrait pas avec ce discours. Donc, pour moi, le discours du président tourne autour de 4 points. Premièrement, le président de la République parle de la situation de la Covid. Deuxièmement, restons sur l'appel, la main tendue. Je vous ai posé la question sur la main tendue. Sur la main tendue. Tout simplement pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens n'ont pas le sentiment qu'il y a un véritable dialogue. Je vous l'ai dit à chaque fois, le dialogue qui a eu lieu au palais des congrès, c'était un dialogue dans lequel ceux qui se revendiquent aujourd'hui sécessionnistes n'y étaient pas. Et la majorité de nos frères anglophones aujourd'hui ne sont pas sécessionnistes. La majorité n'est pas sécessionniste, pardon. La majorité n'est pas sécessionniste. Elle demande l'autonomie. On va dans le parachèvement, le processus de décentralisation dans lequel il n'y a pas le sentiment qu'il y aura une vraie autonomie. Ça légitime donc ceux qui sont dans le combat de la sécession, qui disent que dans ce pays, nous ne pouvons pas avoir l'autonomie, que ce soit sous forme de décentralisation ou de fédéralisme. Du coup, ils sont braqués dans la logique de la sécession. Que faire? Premièrement, que le gouvernement montre la bonne foi en donnant déjà une vraie décentralisation. Deuxièmement, moi je ne suis pas pour une démilitarisation parce que il y a les militaires actuellement, on voit les massacres qui ont lieu là-bas. Combien de fois il n'y a pas les militaires? Mais je suis pour un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu, ça passe dans un cadre de dialogue. Dire à ceux qui ont pris les armes contre la République que vos revendications qui sont la sécession ne peuvent pas avoir lieu. Mais si vous avez d'autres conditions, nous sommes prêts à discuter avec vous. Quelles sont vos conditions? La sécession que vous demandez ne doit pas engager les vies humaines, celles de vos pauvres frères. Parce que quand vous allez finir de faire la sécession, vous allez continuer à commettre les mêmes actes, même après la sécession. Il y a des actes criminels que nous avons toujours condamnés, mais que le gouvernement ouvre la voie à ce dialogue. Et tant que le gouvernement ne va pas montrer preuve de bonne foi, ces jeunes continueront toujours à prendre les armes. Eux-mêmes, ils sont aujourd'hui embrigadés entre deux espaces. L'espace républicain qui est défendu par l'armée et l'espace sécessionniste. Vous avez le choix entre la peste et le choléra. D'un côté, l'armée qui essaie de faire son travail avec la difficulté
vidéo, il n'est pas écrit sécessionniste sur le front de quelqu'un, on ne sait pas qui est qui dans cette zone. De l'autre côté, les sécessionnistes lui disent que vous êtes notre frère, si vous êtes du camp de la République, ça veut dire que vous êtes contre nous. Ces jeunes se retrouvent donc au milieu de tout ce feu et ils doivent faire un choix à un moment. Certains, par dépit, choisissent la mauvaise solution qui est celle contre la République, mais le président doit faire preuve d'une sincérité, d'un dialogue franc, ouvrir franchement la main, pas dans les discours, il faut venir déposer les armes. Parce que dès qu'ils auront déposé les armes, la suite c'est quoi? C'est ça. On parlait de démobilisation et réinsertion. Aujourd'hui, ceux qui ont été réinsérés, est-ce qu'on déjà, je ne demande pas qu'on les présente sur la place publique, parce qu'ils peuvent être victimes comme d'autres demain d'attaques, puisqu'ils ont quitté les rangs des sécessionnistes. Mais au moins qu'on rassure les Camerounais que voilà tel nombre de personnes qui sont passées au processus de désarmement, de démobilisation et qui ont été réinsérés. Et ensuite, que ceux qui ont les armes, qu'on essaie de leur dire et de les amener à la table du dialogue. C'est pas obligé que ce soit au Cameroun, parce que le dialogue que nous demandons, si c'est au Cameroun, certains parmi n'ont pas la garantie qu'ils en ressortiront. Justement, c'est pourquoi les donneurs d'ordre qui sont à l'étranger veulent que ce dialogue se tienne à l'étranger. Le gouvernement n'a rien à perdre de dire ok, mais que ce soit la Suisse, comme on a cité la Suisse un moment, l'Afrique du Sud, nous sommes prêts à dialoguer, mais à une condition, qu'il n'y ait plus d'armes qui crépitent dans ces régions, le temps qu'on essaie de trouver des solutions politiques. Et moi je refuse ce discours où on tue le problème politique qui est l'autonomie des régions pour le remplacer par les sécessionnistes, parce que le président de la République, il ne parle que des sécessionnistes, mais il ne parle pas du problème politique qu'on lui a posé depuis 2016, qui est celui de l'autonomie des régions. Tant que nous allons écarter le problème politique pour aller dans le conflit armé, nous ne trouverons pas la solution. Et c'est tout ça qui fait en sorte que ces jeunes ne sont pas rassurés. Montrons déjà notre bonne foi, mettons en place une vraie autonomie des régions. Disons que voilà ce que certains ont revendiqué, ceux qui sont pour la sécession, voilà l'autonomie que nous donnons aux régions. Maintenant, revenez dans la République et laissez ces armes, parce que tous les groupes armés qui profitent de ces guerres, qui font le trafic de pétrole et autres là-bas, ils s'enrichissent des pauvres et tuent les pauvres populations qui en ce moment ont besoin de sécurité et de paix. Lorsqu'on écoute Paul Léon, il semble douter de la bonne foi du gouvernement. Mais une fois de plus, hier dans le discours, le président a parlé de la bonne foi, la preuve de cette volonté d'ouverture et de dialogue de la part du gouvernement en libérant les ex-sécessionnistes et en procédant à leur réinsertion. Vous savez, il ne faut pas éluder l'histoire de ce pays. Parce que tout à l'heure, dans le premier jet de la parole, j'ai fait une immersion dans notre histoire. Et n'en déplaise aux iconoclastes et aux révisionnistes. Moi, je pense qu'il faut revoir l'histoire de notre pays. Parce que je viens de suivre mon ami Paul Léon. C'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on vit. Vous comprenez? Mais c'est les conséquences d'un problème qui est là. Ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est qu'il y a un conflit entre la nature de l'État et la forme de l'État. Nous sommes encore là à discuter sur la forme de l'État. Je vais revenir toujours en 1959. Monsieur Ramadier arrive au Cameroun pour détruire l'UPC, qui exige d'abord la réunification des deux Cameroun avant l'indépendance. Voilà où part le problème. En 1959, le prince Daniel Kemajou, qui vient de céder sa place à Jean-Marie Mabaya comme président de l'Assemblée nationale, repose le même problème. Il dit à M. Aïdjo, qui a besoin du plein pouvoir pour la construction de l'unité nationale, pour aller mater la rébellion dans la région Bamileke, dans la région Bassa. Il dit non. Il faut une table ronde inclusive. Tous les fils du Cameroun, quel que soit leur parti politique, quel que soit leur sexe, quelle que soit la religion. C'est une exigence du prince Daniel Kemajou. Et si on l'avait fait, en ce moment-là, on ne serait pas là, je vous assure. Parce que quand Ramadier vient, il exclut le pays anglophone, le Cameroun anglophone. Il s'occupe d'abord du Cameroun francophone. On fait partie d'abord André Maribida, on installe M. Aïdjo. En 1960, on nous donne une indépendance factice. C'est en 1961 alors qu'on pense aux anglophones.
le virus est déjà dans le fruit. Moi, je pense que le président Idio, le président Biya, qui est venu au Cameroun en 1962, 3 ans après, connaît très bien le problème. Lorsqu'on a 86 ans, c'est genre autour, 87 ans, on a peur de rien. On peut rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui empêche de poser le véritable problème de la nature de l'État? Le Cameroun est un accident néocolonial ou bien colonial. Oui. C'est là où se trouve le problème de la nature de l'État. Nous avons dansé sur les réseaux sociaux, sur les médias réticulaires, lorsque nous avions appris que les accords de coopération et de défense avaient été évacués. On ne sait pas. J'ai l'impression que ça a été des fantasmes. Il faut engager un véritable débat sur la nature de l'État. Avec tous les Camerounais. Moi, je discute tous les jours avec les UPCistes. Parce que les autres ne m'en tiennent pas rigueur. Parce que je pense que là-bas, on a quand même des Camerounais qui ont été très très bien formés. Là-bas, si vous discutez avec les UPCistes fondamentaux, ils vous diront que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est comme si on voulait traiter du cancer avec le paracétamol. Il faut poser le problème de la nature de l'État. S'il faut discuter des accords de coopération, que ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux, qu'on amène ça sur la table, que nous discutons ensemble sur la table. Voilà la seule condition, je peux paraître péremptoire, qui peut nous amener à construire une véritable construction, permettez-moi la tautologie, de l'unité nationale. Tout ce qu'on est en train de faire là, moi je me dis que c'est... on est en train de mettre la chaux de la peinture blanche sur un vieux cimetière, sur un vieux caveau ou bien un vieux tombeau. Mais je pense qu'il faut engager un véritable dialogue sur la nature de l'État. Voilà, Nadia, according to President Biya's speech, the government have shown very goodwill. Well, Mr. Sesh, before I go to your question, I want to add something. Before. You want to ask? I want to add something too. You want to add? Yes, I want to add something. To what Paul Young have said? Yes, parce que vous avez dit que le gouvernement ou bien Paul Biya a eu une main tendue aux sécessionnistes, si je peux dire. Oui. Mais je vais vous dire, il a demandé he asked people in the diaspora, other countries, to be more careful. Now, I will tell you on the 10th of November, le 10 novembre, the Secretary of African Affairs, Honorable Thibault, he wrote to the Cameroonians. Yes, he said he's going to deport Cameroonians in the US, and some of the secessionist names were included. So I don't know up to now if those guys came back, because I sat on the table of debate and we debated on this, and I was on the fact that these guys should come back and answer to their crimes. But now it is now that the president, this is the first time I'm hearing him saying that those international bodies should be careful. What did he do when this note came out? Did he go in accord with them to be able to send back these guys? He did nothing. And non, c'est pas la première fois que le président appelle les pays qui accueillent, qui hébergent, comme il dit. D'accord, si ce n'est pas la première fois. Quand Thibault Nagui avait écrit, il a demandé qu'il va renvoyer les Camerounais. Oui. Qu'est-ce que le président a fait? Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'il a appuyé une main pour dire qu'il a fait tout et tout pour qu'on renvoie ce gars? Ok. Pour moi... Permettez, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Bonsoir une fois de plus, Boris Berthold depuis La Haye. Bonsoir Serge, bonsoir aux panélistes d'Equinox TV, bonsoir aux téléspectateurs et meilleurs vœux à tout le peuple camerounais. Berthold, je l'ai dit, journaliste, écrivain, chercheur en criminologie et surtout auteur de l'ouvrage L'otage. La couverture en dit long. On voit le président Biya et professeur Maurice Kamto. Rapidement, en quelques secondes. Si vous voulez, l'otage, c'est un ouvrage qui traite de la confrontation politique actuelle, et le discours de M. Biya hier illustre très bien ce clivage et cette confrontation qu'on a dans le système politique camerounais entre deux acteurs, notamment Maurice Kamto, le président national du MRC, et M. Biya. C'est donc un travail sur les 2 ans qui ont émaillé la vie politique camerounaise, à la fois en termes de violence, à la fois en termes de débat, à la fois en termes d'activisme au sein de la diaspora, dans l'optique en fait d'archiver, de contextualiser tous les mouvements politiques et toutes les dynamiques politiques qui sont en cours. La thématique ce soir, elle est liée en fait au discours du président hier à la nation. Pour vous, vous êtes satisfait ou bien il y a des éléments que vous auriez aimé entendre de la bouche du président qui malheureusement n'ont pas été évoqués hier? Et lesquels? Si
je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que ce soit dans le fond ou dans la forme, le discours de M. Biya est à l'image des précédents discours depuis ces 2 dernières années. C'est-à-dire que si vous prenez ce texte, à l'exception des paragraphes qui portent sur le Covid-19, il n'y a véritablement rien de nouveau. C'est-à-dire que ce discours sur le dialogue qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on sait très bien que les discussions qui ont été engagées il y a plusieurs mois avec Sissoko Ayoutabé ont été interrompues. L'ouverture sur les sécessionnistes, c'est pas du tout vrai. Ils n'ont pas pris part au dialogue national. On remarque très bien dans le contenu qu'il n'y a pas, en termes de perspective économique, des statistiques sur l'emploi, sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation, et même également, il a du mal à dresser un bilan de l'année 2020 parce qu'il n'y a pas de chiffres. Or, un discours de fin d'année pour un chef d'État, c'est un discours où il dresse le bilan et il donne de nouvelles perspectives à la fois politiques, à la fois économiques, culturelles et autres. Donc, il y a dans le fond déjà toute cette absence et en réalité, ça traduit la vacuité et même l'échec du système dans lequel on se trouve. Ça montre très bien que M. Biya n'a plus rien à proposer. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi le discours est vide. On peut épiloguer sur le dialogue, la crise anglophone et autres, mais il n'abordera jamais les questions de fond parce que en l'état actuel de son gouvernement, ils sont incapables d'apporter des solutions crédibles au peuple camerounais. Voilà, merci Boris d'être passé aujourd'hui. Je sais, vous avez un programme hyper chargé, on va donc vous libérer. Merci une fois de plus, merveilleux Boris. Meilleur Serge, au revoir. Vous continuez donc cette volonté. Le gouvernement dit qu'il fait beaucoup d'efforts, mais de l'autre côté, on ne peut pas sortir de la brousse, comme a dit le président. Comme j'étais en train de dire que, comme Thibon a dit, l'assistant des affaires africaines en Europe, il a fait une lettre, il a demandé qu'il va rapatrier certains Camerounais et le nom de certains commanditaires de cette affaire au Nozo était inclus. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu l'effort du président d'aller vers cette personne et dire, ok, travaillons main à main pour que ces gens rentrent au pays et puis qu'ils répondent à leurs actes. Moi, je ne l'ai pas vu. Et secondement, je vais vous dire que le gouvernement a un laxisme selon ce problème. Parce que c'est inadmissible qu'il y a toujours, people keep dying. People have died. The Anglophone crisis keep prolonging since 4 years. But there is a laxitude and I feel pride in his speech. I still feel pride because a father, parce qu'on peut dire le président c'est le père de tous les Camerounais. En tant que papa, est-ce que toi tu n'es pas fatigué de voir les enfants mourir? There is supposed to be a compromise, but I still saw pride in his speech. I still saw a man who is not ready to come to a compromise. So to me, there is no, they have not been doing effort. Actually, to me, they are happy. There are some people who benefit from this crisis, and they do not want this crisis to stop. They are praying day and night for this crisis not to stop. And I think that it is a failure to the side of the government, and I am not satisfied. Ok, vous n'êtes pas satisfaite, vous? Pour vous, Serge Gauthier, satisfaction ou bien il y a beaucoup d'espoir ont été déçus pour vous? Avant de le dire, je voudrais faire une précision entre la population anglophone qui revendique l'autonomie et les sécessionnistes. Un sécessionniste, c'est celui qui ne veut plus appartenir à votre État. On ne négocie pas avec lui. C'est un principe normal du fonctionnement des États. Donc ne faisons pas l'amalgame. Si quelqu'un se déclare sécessionniste, ça veut dire qu'il veut créer son État. Il n'y a pas de négociation à faire puisqu'il va empiéter sur le territoire camerounais. Et vous ne pouvez pas demander à un État la négociation lorsque vous faites vous-même des discours avec le drapeau de votre nouveau pays, votre pays imaginaire. Parce que ce sont des symboliques que les gens banalisent, mais qui sont fortes du point de vue de l'analyse et de l'impact. Si les gens veulent négocier avec l'État du Cameroun, ils peuvent brandir une menace sécessionniste, mais il y a des éléments qui ne doivent pas apparaître parce que là, ça devient autre chose. Maintenant, ceux qui revendiquent l'autonomie réelle, que ce soit dans le cadre de la décentralisation ou du fédéralisme, ce sont ceux qui acceptent de continuer à faire partie de l'État du Cameroun. C'est avec eux que le dialogue doit être engagés. Les autres doivent être considérés comme les ennemis. Dans aucun pays au monde, vous le verrez, si les sécessionnistes n'ont pas pris le dessus du point de vue de la rivalité, de l'adversité, vous ne verrez aucun État négocier avec eux. Donc c'est une précision qui est importante
à faire et dans le distinguo des acteurs dans la crise anglophone, dans le NOSO. Maintenant, au niveau de la satisfaction ou de l'insatisfaction, mais je l'ai dit hier, je reviens dessus, il y a beaucoup d'éléments de satisfaction. Premièrement, si on prend la crise, la Covid, moi je dis, le président de la République, c'est un général d'armée. On ne peut pas nier au gouvernement de la République un certain nombre d'acquis. Mais le général d'armée doit être devant en montant l'exemple. Je l'ai dit, est-ce que vous avez vu le président de la République dans les sorties officielles, en dehors de la sortie privée dans laquelle il était en train de, malheureusement, et je lui adresse des condoléances, en passant, d'inhumer sa sœur, porter le masque? Est-ce que vous avez vu une opération dans laquelle le président de la République se lavait les mains pour montrer aux Camerounais qu'il ne faut pas banaliser la Covid? Il a dit hier dans son discours, il demande aux Camerounais de continuer. Serge Alain, les Camerounais savent qu'il y a la Covid, mais vous voyez combien porter les masques. Donc on peut le dire, mais tant que vous n'êtes pas dans l'exemplarité vous-même, ça peut créer un doute. N'oubliez pas que le leader politique est un produit qui se vend et que par rapport aux actes qu'il pose, il est un modèle que les gens peuvent vouloir imiter, qu'il ait échoué ou pas. Ça, c'est concernant la décentralisation, concernant la Covid. Maintenant, concernant d'autres aspects, comme c'est vrai qu'il y a, donc il y avait la décentralisation, le président a également évoqué d'autres volets. Oui. Je me perds un peu dans... Je voulais réagir. Oui, d'abord. Je voulais dire à Gauthier, en fait, quand on dit que le gouvernement doit discuter avec les sécessionnistes, ce n'est pas pour discuter sur le fait de donner, d'accorder la sécession. Il faut faire attention. On demande de discuter avec eux pour, premièrement, avoir un cessez-le-feu qui permet d'avoir la calmie dans ces zones. Deuxièmement, on peut leur demander quel est le véritable problème. Parce qu'il y a une chose... Mais le problème est clair, un sécessionniste, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'est plus avec vous. Gauthier, mais vous pouvez les ramener à la raison. Justement, c'est là où je voulais arriver. Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on veut. Oui. Ce qui, aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Quand vous remontez en 2016, vous vous rendez compte, c'est parce que les gens ont revendiqué l'absence d'autonomie. Moi, je parle d'autonomie parce que ça peut être sous la forme d'un État fédéral, ça peut être sous la forme de la décentralisation. Justement, dès lors qu'on n'a pas résolu ce problème politique, c'était leur prétexte de dire qu'ils veulent donc la sécession. Résolvons le problème politique et vous allez voir que ces sécessionnistes, on va leur demander que la suite, c'est quoi? Puisque ce que vous avez revendiqué au départ, bon, ce que les anglophones de manière majoritaire ont revendiqué au départ, c'était ceci. Et vous avez dit que ça n'allait pas aboutir. C'est pourquoi vous avez choisi la voie de la sécession. Arrêtez donc la voie de la sécession parce que nous avons résolu le problème politique. Concernant le discours du chef de l'État, il y a 4 points essentiels dans ce discours. Premièrement, le président de la République parle de la Covid-19. Le président constate que les Camerounais ne mettent plus les masques, etc. Et ça montre ce que Boris Breton a dit, je le salue en passant. Le président Biya, à chaque fois qu'on l'écoute, j'ai l'impression d'écouter un citoyen lambda. C'est comme si c'est moi qui parle. Il fait seulement les constats. Il constate. Il ne donne pas le cap à suivre. Vous allez voir que deuxième point... Il a demandé de continuer à respecter les mesures barrières. Bon, si on ne respecte pas les mesures barrières, la suite c'est quoi, monsieur Otto? Quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir sanctionner ceux qui ne respectent pas les mesures barrières? C'est ça un dirigeant. C'est ça. Non, quand le président vient s'adresser au peuple camerounais, il vient rendre compte et dit ce qui a été fait. Il ne vient pas faire les constats comme tous. Parce que si les constats, chacun même dans sa chambre pour constater que le Cameroun va pas mal. Je rappelle que le président de la République, lors de son discours en 2013, avait dénoncé la corruption des fonciers jusqu'il avait posé la question. Nous avons tout. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est là que le président doit poser la question. C'est à lui de répondre au Camerounais, de dire pourquoi ça ne marche pas. Le président ne vient pas lui poser les questions. C'est nous qui lui posons les questions. Okay. Et quand on entre dans ce genre de jeu de communication, vous voyez donc qu'à la fin, le président, il sort dans une statue d'un chef d'État qui est venu constater comme tous les citoyens, sans rassurer les Camerounais que voilà ce qui va être fait. Peut-être dans la deuxième partie. Oui, je vais revenir sur les autres. Permettez de repartir tout de suite en Europe. On nous attend Wilfried et Kanda, plus précisément à Paris. Bonsoir Wilfried. Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau, bonsoir à tous les Camerounais. C'est un grand honneur de me retrouver le 1er janvier. Merci, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois d'être avec vous. Wilfried, permettez que je vous lise ce petit passage du discours du président. Vous êtes d'accord? Oui, bien évidemment. Par ailleurs, l'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes
regroupé autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, ait profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection faussement appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été poursuivies. Wilfried Ekanga, est-ce que vous vous reconnaissez dans cet extrait du discours? Quand je dis vous, c'est votre formation politique. Non, je ne m'y reconnais pas du tout, mais par contre, je reconnais très bien Paul Biya parce que dans la rhétorique d'arrogance et de suffisance qui le caractérise et qui a d'ailleurs créé les crises que nous avons actuellement, notamment dans la région anglophone, il n'y a aucune remise en question. Voilà un président qui vous dit que la démocratie ne s'exprime pas dans la rue, ça s'exprime uniquement par les urnes. C'est très faux. L'essence même de la démocratie, le démoscrato, signifie que le peuple se manifeste et on ne dit pas au peuple comment il doit se manifester. L'un n'exclut pas l'autre. Ça peut être dans les urnes, ça peut être dans la rue. Les marches du MRC n'étaient pas dites pacifiques, elles étaient pacifiques, c'est un constat. Parce que si elles n'avaient pas été pacifiques, Paul Biya, dans son discours, vous aurez dit quels étaient les actes de violence que les militants du MRC qui ont marché ont commis envers d'autres Camerounais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas le moindre exemple. Et donc, dans la rhétorique justement d'un État qui a banalisé la violence et qui veut faire un transfert de culpabilité pour donner l'impression que les victimes sont les coupables, on crée une connotation qui n'a rien à voir avec la réalité. On dit des marches dites pacifiques. Les marches étaient pacifiques. Et le pacifisme, la marche et la manifestation par la rue est consacrée par toute démocratie, y compris par la Constitution camerounaise. Ceux qui n'ont pas respecté la loi, ceux qui n'ont pas respecté la démocratie, c'est ceux qui ont pensé que vous prenez la police, les gendarmes et que vous intimidez la population. Vous avez raison de toute façon. C'est ça que Maurice Kamto, lui, par contre, a évoqué dans son discours comme étant le droit de la force. Au lieu de dire le droit, c'est-à-dire la pertinence, la légitimité qu'un peuple a de revendiquer ce qui ne va pas pour lui, on a dit la force en disant au peuple, je t'ai tapé, certes, je t'ai fouetté, certes, mais tu n'as pas le droit de manifester, tu n'as pas le droit de te plaindre contre cela, tu n'as pas le droit de t'insurger contre ces mauvais traitements. Donc, l'approche est conforme à ce qui a été évoqué sur le plateau concernant la crise anglophone. On fait des solutions de surface alors qu'il y a des revendications réelles sur le terrain qu'il faut évoquer. Donc, de manière générale, le discours de Paul Biya n'est absolument pas conforme à la réalité camerounaise actuelle. Vous voyez qu'il n'y a eu aucun événement du mois de décembre qui a été mentionné. Tout porte à croire que le discours a été élaboré au plus tard fin novembre et que on a fait lire à Paul Biya ce qui était écrit et on n'a pas trouvé le moyen d'insérer les récents événements. Il n'a donc pas mentionné le pacte de conciliation qu'il a lui-même signé avec les zones anglophones, soi-disant pour résoudre le problème. Il n'a pas mentionné l'utilité de la SOCAMIM qu'il a créée, puisqu'on nous a dit que les accords ont été rompus avec les partenariats, avec les partenaires européens coloniaux. Donc peut-être que la SOCAMIM ait la possibilité pour le Cameroun d'exploiter ses propres ressources. Mais il n'a pas évoqué ça, il n'y a aucun éclairci dessus. Il n'a pas évoqué sa nouvelle réforme des retraites que lui-même n'applique pas par sa propre personne. Il n'a pas évoqué l'accident de Nzikinemeki qui s'est déroulé il y a quelques jours à peine. On est donc face à un président totalement anachronique qui, après y avoir consacré 5 minutes au Covid-19, n'a pas non plus évoqué, vous l'avez vu sur le discours de Maurice Kamto, les détails avec la pertinence, avec la complication du nouveau Covid, de la nouvelle mutation qui est cours actuellement. En fait, le discours ne parle pas d'aujourd'hui. Le discours parle non seulement de manière creuse des événements à tort et à travers, mais ne se focalise pas sur la réalité quotidienne. Et le discours donne l'impression, sur l'extrait que vous avez lu il y a quelques instants, qu'en démocratie, on peut vous fouetter, on peut vous tabasser, mais vous devez attendre les élections pour vous plaindre qu'on vous a fouetté, qu'on vous a tabassé. Relisez le compte rendu du professeur Alain Foguet sur les traitements qui se sont passés dans les géoles camerounaises et qui se passent encore à l'heure actuelle. Vous avez des gens à qui on attache la main sur le pied, qu'on tabasse copieusement et qui saignent par leurs orifices génitaux. On dit à ces gens-là que le changement, c'est en 2025, c'est aux prochaines échéances électorales que je dois me rendre compte que mon corps fait mal et que parce que j'ai marché pacifiquement, je n'ai fait de mal à personne. Parce que les mêmes gens qui disent que ceux qui ont tiré dans la brosse, et ils peuvent rentrer dans la société, être réinsérés et redevenir camerounais. Mais moi qui ai simplement marché sans tirer sur qui que ce soit, sans faire de mal à personne, on m'attache le bras au pied, on me tabasse, on me fait saigner de partout, on me met les mains dans les yeux comme on l'a fait à M. Nelson Tala.
Et on me dit d'attendre les prochaines échéances électorales. En fait, il est en train de vous dire, nous sommes en dictature. Et en dictature, ça veut dire que lors des échéances électorales, si tu triches mieux que moi, tu as gagné. Mais si je triche mieux que toi, tu as l'obligation de te taire jusqu'aux prochaines échéances, quel que soit le traitement que je t'inflige. Et c'est précisément cette arrogance-là qui a conduit le Cameroun dans son trou actuel. Ça, c'est uniquement pour le volet, c'est pas l'intégralité de son discours, c'est uniquement pour le volet politique et démocratique que vous avez évoqué pour que j'y réponde. Merci Wilfried Kanga, je rappelle que vous interveniez depuis Paris en France. Didier Imkwa, comme il l'a dit Wilfried, est-ce qu'il y a des éléments qui manquaient à ce discours, les événements, surtout dès décembre? D'abord, je voulais d'abord Dikin Meki, comment vous, si vous êtes membre, vous avez perdu quelqu'un dans cet accident, comment vous vous serez senti hier après le discours du président? Le président n'est pas évoqué, Dikin Meki. D'abord, avant de répondre à votre question, Serge, tout à l'heure, vous vous offusquez de ce que le président tend la main régulièrement à certains pays qui hébergent. Peut-être dans son, son cinquième discours. Oui, qu'en retour, il n'y a pas de réponse. Vous savez, dans les relations internationales aujourd'hui, vous avez des États. Vous avez des acteurs non étatiques, tels que les institutions financières, vous avez les ONG, vous avez... Oui, les acteurs non étatiques comme l'ONU, l'UNESCO, la FAO. Il faut aussi ajouter à cela maintenant les groupes extrémistes. Il faudra intégrer aujourd'hui dans la criminalité internationale les groupes extrémistes. Et que lorsque les intérêts de ces groupes convergent avec des acteurs non étatiques, il peut se trouver en ce moment-là que ces pays-là, moi je préfère ne pas parler de pays pour ne pas créer un conflit diplomatique. Je préfère parler de ces acteurs non étatiques, les puissants multinationales, qui ont un impact sur les pays, c'est connu. Donc lorsque les intérêts convergent, les intérêts des groupes sécessionnistes avec ces facteurs non étatiques convergent, évidemment, ne soyez pas surpris que ces gens-là ne soient pas livrés. Maintenant, je vais revenir sur la question que vous m'avez posée. Oui. J'ai suivi notre compatriote depuis l'Allemagne. Avant cela, j'ai suivi... non, il est à Paris. À Paris. Vous parlez de Wilfried à Paris. Il est à Paris. Avant, j'ai suivi aussi... Monsieur Eyoum, c'est les opposants, ils sont dans leur rôle. Quand ils ne sont pas nihilistes, ils sont manichéistes. Que ce soit oui, ça dit tout ce que le président c'est mauvais, bien sûr, vous suivez son discours. Tout ce que le président... Non, on accepte cela. Tout ce que... Non, ici, je suis dans un... Je suis un peu... J'aime parler de la neutralité axiologique. Je fais beaucoup plus de... Si vous n'êtes pas dans le nihilisme, vous êtes dans le manichéisme. Vous rejetez tout. Dans un discours de moins de 20 minutes, Serge, on ne peut pas tout dire. Je suis tout à fait d'accord que ce qui se passait dans le Ndiki n'a laissé personne indifférente. Vous comprenez? Je me rappelle une interview du président Biya, je crois, dans les années 80. On va revenir. Il ne gérait pas seul le Cameroun. On a vu les ministres là-bas. On va revenir. C'est promis, je vous promets de vous passer la parole après le journal, le bilingue, qui va intervenir dans quelques instants. Et je promets également qu'en deuxième partie, nous aurons Jean-Jacques Diok, une fois de plus, du PCRN, Maximilien Gombe du REDAC et le docteur Tuete depuis New Jersey. Nous sommes aux États-Unis. Dans un instant, donc, le journal bilingue et après, la suite Equinox. Retour sur le plateau Equinox édition spéciale, toujours en compagnie de Didier Imkwa du FSNC, Akwen Nadia du PCRN, Serge, j'ai failli dire Serge Espoir Matouma, Serge Gauthier Onanina du PURS et Paul Eyoum de l'AFP. Madame, Monsieur, nous allons prendre tout de suite la direction de Bordeaux, où nous attend Maître Martin Longor. Bonsoir Maître, bienvenue, merveilleux à vous. Bonsoir, Monsieur Serge Alain Autou. Bonsoir, Monsieur Serge Alain Autou. D'abord, je tiens à vous remercier de m'inviter à nouveau pour participer à cette émission. Je voudrais
bien entendu d'abord adresser mes ardents vœux au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, à la Première Dame, Mme Chantal Biya, et à leur famille, des vœux de santé, des vœux de bonheur, et je voudrais aussi à la communauté camerounaise, de l'intérieur comme de l'extérieur, présenter tous les vœux les meilleurs pour l'année 2021. Je voudrais immédiatement également, à travers l'occasion qui m'est donnée, réitérer mes sincères condoléances à l'adresse du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. D'entrée, M. Serge Alantou, je voudrais rétablir deux contre-vérités qui ont été dites sur votre plateau. Je voudrais d'abord préciser l'objet du discours de vœux présidentiel, qui est une tradition à laquelle, encore une fois, le président de la République a sacrifié dans un exercice tout à fait remarquable, dans une allocution moderne, concise, très claire. Le discours de vœux du 31 décembre, qui est une tradition, vise trois objectifs. Le premier objectif, bien entendu, c'est de rappeler, à travers l'année écoulée, donc 2020, la situation à la fois sociale, la situation politique, la situation économique du pays. Et ensuite, dans un discours de vœux, comme l'a si bien fait le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, le président doit effectivement faire part de sa vision globale du Cameroun et du monde. Et enfin, donc, adresser ses vœux. Vous verrez que ces trois objectifs ont été parfaitement respectés par le président de la République. C'est ainsi qu'il a commencé par dérouler la crise sanitaire Covid-19, avec hélas son lot de drames, que le président n'a pas manqué d'ailleurs de souligner, en qualifiant d'année sombre l'année écoulée et toutes les conséquences humaines que nous connaissons. Il a aussi souligné l'impact sur l'économie et la société. En bon père de la nation, le président de la République a rendu un vibrant hommage et ses remerciements au personnel de santé, notamment les médecins, les infirmiers. Et surtout, toujours en bon père de famille, le président de la République a rappelé les précautions sur des mesures, on va dire, sanitaires fixées par le gouvernement, en rappelant au peuple camerounais de les respecter. Et le président, très cultivé comme on le sait, nous a fait plonger très rapidement dans l'histoire des épidémies à travers la Première Guerre mondiale pour rappeler les conséquences des épidémies et surtout évoquer la responsabilité de l'homme face à certains drames, notamment, y compris le Covid-19, en indiquant, sans le développer, que l'on pourrait s'interroger sur certaines expérimentations, et moi je le dis, certainement ou sans doute des expérimentations bactériologiques, et surtout le président a aussi rappelé la conférence de Paris sur le climat. Mais de manière très précise, le président a rappelé au peuple du Cameroun qu'il fallait qu'il respecte les mesures barrières, c'est-à-dire lavage des mains, port de masque. Et sur le port de masque, d'ailleurs, je voudrais souligner une énormité qui était dite tout à l'heure sur votre plateau. On a entendu en mondovision, sur votre plateau, certains intervenants, et j'en profite d'ailleurs pour adresser mes vœux à tous les autres panélistes, sauf certains qui ont manqué d'élégance et de tenue, pour ne pas dire également de retenue à l'égard du président de la République, pour venir dire ici en mondovision que le président de la République, on ne l'a jamais vu porter un masque. Monsieur Serge Alantou, vous-même aurez dû immédiatement arrêter un tel bavardage, puisqu'on a vu en mondovision, à l'occasion douloureuse du 12 novembre dernier, le président de la République portait un masque
avec 12 et 100, pardon, le président public qui porte un masque, donc, avec la première dame, et d'ailleurs Franck Billard, et tous les collaborateurs du président public. La photo est là, et elle parle. Mais on vient néanmoins, en Mondovision, dire on n'a jamais vu le président public porter un masque et qui manquerait d'exemplarité. Voilà ce que vous laissez dire sur votre plateau, et je connais votre sagacité. Il vous est arrivé d'interrompre certains intervenants pour les rappeler à la vérité, et pardonnez-moi très amicalement de vous dire que j'attendais une telle prompte réaction de votre part. Peut-être que vous m'avez donné l'occasion, et c'est ce que je vais faire fort aisément. Et j'indique aussi que on a entendu toujours les mêmes, et je m'en expliquerai très rapidement. Je vais nous dire en Mondovision, oui, il n'y a jamais eu une volonté d'insurrection. Monsieur Serge Avantou, je vais évoquer ce point rapidement, ensuite je vais revenir sur le discours présidentiel. Lorsque, au mois de septembre dernier, on a entendu un certain parti politique et son leader appeler les Camerounais à descendre dans la rue, ils avaient rappelé qu'il fallait suivre l'exemple malien. Et chacun sait de mémoire que l'exemple malien, il y a eu un coup d'État militaire. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient. Je vous rappelle qu'au même moment, un de mes confrères, dont je ne citerai pas le nom, ancien bâtonnier, avait fait appel à l'armée d'une manière très subtile, mais qui était un message parfaitement clair. J'avais même fait une publication au même moment pour demander très modestement à nos forces de défense et de sécurité, bien entendu, non seulement de préserver et de veiller aux institutions et à celui qui les incarne. Donc, il y a cela, et on vient vous dire que si on prend ces ingrédients, c'est-à-dire d'un côté l'exemple moyen qu'on nous a cité, et de l'autre part, on nous cite également donc un appel à l'armée, clairement, hein, pour que cette armée soit derrière le peuple qui doit marcher pour aller, et l'expression est employée, chasser le président de la République. Est-ce que ce n'est pas une insurrection? Donc je ferme la parenthèse, parce que l'objet aujourd'hui de mon intervention, c'est le discours du 31 décembre du président de la République. Comme j'ai indiqué, qui respecte parfaitement les canaux du discours présidentiel. Ensuite, le président a évoqué la sécurité et la paix sur l'étendue du territoire national, avec notamment les menaces donc, qui viennent de l'extérieur, et tout le monde le sait, et on a compris qu'aujourd'hui, il fait effectivement que nous avons des difficultés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le président a signalé à cet égard-là Voilà, c'était Maître Martin Longo, avocat au barreau du Bordeaux. Voilà, vous allez répondre à Maître Martin Longo tout à l'heure. Il intervenait pour le compte du RDPC, Maître Martin Longo. Rapidement, Serge Gauthier Onanina. Alors, je vais commencer par dire à Maître Martin Longo que je ne lui renvoie non plus, je ne lui adresse non plus les deux, parce que si je fais, c'est un exercice dans lequel on peut exceller, et vous verrez que les Camerounais... Vous avez manqué d'élégance à l'endroit du président. Je suis désolé, Serge Alain Rotou, si le président de la République arbore un masque dans un événement privé, alors qu'il a attendu dans un événement public dans lequel, et il y en a eu, Dieu seul sait qu'il y a eu plusieurs événements publics antérieurs aux obsèques de sa sœur, et je lui adresse mes condoléances, il y a matière à s'interroger. Quand il reçoit les ambassadeurs au palais, bien que la distance soit respectée, du point de vue de l'acte et de l'intention, de l'objectif de la communication, le président de la République aurait dû porter le masque au moins de le baisser. Mais on a quand même constaté que lorsqu'il s'est agi de sa sœur, on n'est pas là pour faire le procès. Donc il fallait rétablir. Et je l'ai dit, je l'ai indiqué hier, je crois que Maître n'a pas regardé l'émission d'hier, où j'ai indiqué que le président de la République a exceptionnellement porté le masque lors des obsèques de sa sœur. Or, ce n'est pas là-bas qu'il est attendu, le président. C'est une situation privée. Le président est une personnalité publique qui appartient aux Camerounais. Et c'est pendant cette action de communication qu'il est attendu, pas dans des affaires privées où on nous dit les photos de ceci ou de cela. En quoi ça impactait sur le Cameroun? Pour poser la question à Maître qui parlait tout à l'heure. Il a également indiqué que le discours du président de la République a respecté les canons.
La question n'est pas celle du respect des canons, la question est celle du contenu dans le respect des canons. On sait qu'il y a un bilan qui est toujours fait, on sait qu'il y a des vœux qui sont adressés, on sait qu'il y a une vision globale du Cameroun et du monde. Mais quel contenu on met dans tout cela? Lorsque, par exemple, si on va rapidement, si on évoque la décentralisation, on sait que la décentralisation est en procès au Cameroun aujourd'hui. Tout le monde a constaté et a critiqué le fait que, y compris dans le RDPC, ce soit les mêmes qu'on ait repris et avec lesquels on recommence. Alors on se serait attendu que pendant que cette décentralisation est donc en procès, décriée et incertaine, vue comme peut-être pas la solution, que le président de la République donne des orientations à faire responsables des régions, mais également des maires, propose, faire des recommandations pour que ça rassure ceux qui sont sceptiques. Cela n'a pas été le cas. Le président de la République a justifié notre santé démocratique à travers sa jeunesse. Il a dit que s'il y a un ensemble d'insatisfaction aujourd'hui, c'est parce que notre démocratie est jeune. Je peux donc opposer à mettre le fait que dans le continent africain, sur le même continent, il y a des démocraties qui sont plus avancées que les nôtres avec le même âge. Avec le même âge. Donc, Serge Gauthier, vous permettez, l'émission n'est pas terminée. C'est une édition spéciale, madame, monsieur. On revient après la pub pour la suite et qu'il en soit spécial. Chers consommateurs des produits du groupe SABC, nous voici rendus au terme de l'année 2020. Une année au cours de laquelle vous avez démontré une grande résilience. Résilience face à la pandémie Covid-19, résilience face à la situation économique et sécuritaire de notre pays. Parce que vous êtes notre raison d'être, nous avons choisi d'être à vos côtés à chacune de ces situations, à travers nos différentes actions sociales réparties sur l'ensemble de nos régions. C'est également avec vous que nous accueillons l'année 2021. Une année qui sera davantage marquée par plus d'innovation de notre part et que nous vous souhaitons pleine d'espoir. Retour sur le plateau et qu'il en soit un spécial décryptage du discours du chef de l'État 31 décembre 2020. Serge Gauthier Onanina, vous étiez en train de dérouler. J'étais justement en train de dérouler en indiquant que le président, dans la suite de son discours, a évoqué la démocratie comme un projet en construction, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut lui opposer des cas de figure en Afrique avec le même âge dans lesquels la démocratie est avancée. Donc pour vous, la jeunesse de notre démocratie, c'est pas une excuse? C'est pas un prétexte, puisque les autres qui, Serge Alain pour parler comme au quartier, ont des avancées démocratiques supérieures aux nôtres, non pas du sang bleu et ne marchent pas avec la tête. Ce sont des humains et curieusement ce sont des Africains. On peut citer le Sénégal comme un exemple en la matière. Donc on se serait attendu à ce que le Ghana et autres. On peut, pourquoi je cite le Sénégal? Parce que l'un des prétextes c'est souvent, ou l'un des arguments c'est souvent que dans le contexte africain de l'Afrique francophone, on est très peu démocratique. C'est pour ça que j'ai cité expressément le Sénégal. Je voulais dire que le président, on se serait attendu que cette démocratie étant encore elle-même considérée comme une intention et non une réalité, qu'il soit dans la logique de l'ouverture en posant la question aux Camerounais de savoir, puisque vous contestez la nature ou le type de démocratie que nous avons, comment la voyez-vous? Et les Camerounais, les leaders des formations des appareils politiques et autres, les leaders d'opinion se seraient prononcés sur la question, se seraient soulevés et ça aurait été fait l'objet d'un bon débat. Le président a évoqué le document, la stratégie nationale de développement, et pour indiquer que c'était la nouvelle boussole de notre économie en ce qu'elle était adossée elle-même sur les leçons du passé. Serge Alain, il vous souvient que avant ce document, il y avait la stratégie nationale, le DSE. Alors, qui avait pour objectif 2035. Avant, il y a un autre document qui y met un thème. C'est un aveu d'échec clair de ce que la politique économique qui a été mise en place n'a pas fonctionné. Évidemment que ce n'est pas mauvais de reconnaître ses erreurs, mais il faut les reconnaître publiquement. Le président a annoncé la poursuite d'un développement inclusif et des réformes indispensables. Ceux qui ont écouté ce discours peuvent me citer une réforme clairement évoquée, concrètement évoquée par le président de la République. Aucune.
Dire qu'il y aura des réformes indispensables relève tout simplement de la rhétorique aérienne. Parce qu'il aurait pu dire dans la santé nous ferons ceci, en économie il a dit on va faire un effort de combattre le secteur informel. En faisant quoi? Puisque lui-même dit que notre économie a subi connu des turbulences liées à la Covid et planifie une croissance de 8 à 8%. Sur la base de quels indicateurs de l'économie? Quels sont les outils qui seront utilisés pour qu'on passe d'une croissance qui a du mal à dépasser les 5, ou atteindre les 5,2% pour miraculeusement atteindre 8%? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Et sur la crise Renault, pour sortir, le président de la République, on a senti qu'il est dans la continuité plutôt que dans une logique de continuité, alors qu'il aurait été dans une logique de réajustement. Parce qu'il y a une situation sur le terrain qui démontre tout le contraire de ce qu'il pense et de ce qu'il dit. Ok. Voilà, madame, monsieur, nous allons donc prendre tout de suite Maximilienne Ngombe. Bonsoir, Maximilienne Ngombe. Bonsoir, Serge. Voilà, Maximilienne Ngombe, je rappelle que vous êtes directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais, n'est-ce pas, au nom du rédac, présenter tous les vœux les meilleurs à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, et spécialement à tous ceux qui sont arrêtés à Innocemment et qui croupissent dans les prisons depuis le nord-ouest et sud-ouest et depuis les marches pacifiques. Je sais que l'image n'est pas bonne parce que je suis en duplex, mais ce qui nous intéresse, c'est le son. Alors, par rapport à votre thème d'aujourd'hui, je voudrais simplement dire clairement, il faut le dire clairement, que depuis un temps, nous voyons très bien qu'il y a dans le gouvernement, n'est-ce pas, certains qui sont devenus un camp conservateur, et c'est le camp conservateur qui a gagné parce que pour nous, le discours qui a été écrit, et il faut le dire clairement aux populations, c'est pas la peine de ressasser tout le temps le temps et le président de la République étant le président de la République. Il faut dire clairement aux populations que le camp conservateur, n'est-ce pas, du gouvernement, a gagné parce que ce discours, c'est ce qu'on entend tous les jours, n'est-ce pas, de leur bouche. Ils ont répété seulement ce que nous entendons depuis. Donc, c'est la première chose, il faut le dire. La deuxième chose, avant de commenter sur le fond, je voulais relever quelque chose que j'ai suivi tout à l'heure pour dire à M. Yamkwal que les acteurs étatiques ne sont pas les pays amis. Il ne faut pas confondre les acteurs non étatiques et les pays amis. Les pays amis sont les pays amis. Les acteurs non étatiques, ça peut être les institutions internationales, ça peut être la société civile, ça peut être la justice, ça peut être les médias. C'est ça qu'on appelle les acteurs non étatiques. Donc quand on est sur le plateau pour édifier les Camerounais, il faut faire attention, n'est-ce pas, à tout mélanger. Par rapport au discours, je ne vais pas rentrer sur le Covid-19, par exemple, on aurait souhaité quand même que le président de la République aille juste plus loin que cela, c'est-à-dire que nous avons vu qu'il y a eu un audit qui a été demandé, qu'on nous dise à peu près, il pouvait dire, mais j'ai commandité cet audit, il faut que les populations attendent, parce qu'il s'agit quand même des fonds publics qui ont été, n'est-ce pas, engagés. Pour les questions, n'est-ce pas, des droits humains, là encore, nous pouvons clairement dire que le déni, n'est-ce pas, d'accepter le recul des libertés fondamentales et le déni, n'est-ce pas, de lutter concrètement, n'est-ce pas, contre l'impunité, montre à suffisance que le gouvernement du Cameroun, malgré que lors de la 66e session de la Commission africaine des droits de l'homme qui s'est tenue il y a seulement un mois, ils ont, n'est-ce pas, fait tout un rapport. On ne voit pas, n'est-ce pas, leur volonté politique, n'est-ce pas, à aller vers ce qu'eux-mêmes ils ont ratifié, n'est-ce pas, tous ces textes-là, les instruments internationaux, tels que la Charte
et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Maintenant, sur la question du nord-ouest et sud-ouest, les votes en guerre ont écrit le discours, je ne vais pas commenter cela parce que ça sent très très mauvais. Ils ont écrit le discours, ils nous ont démontré une fois de plus que le peuple, n'est-ce pas, des petits soucis avec Maximilien. Promis, on va reprendre Maximilien avant la fin de cette édition spéciale. Didier Mkwa. Oui, je voudrais d'abord... Maximilien dit qu'il ne faut pas confondre les États avec les organismes que vous avez cités. Là. Je ne sais pas si elle m'a bien suivi. Je lui ai dit que dans les relations internationales, il y a des États, il y a des acteurs non étatiques, comme les institutions financières, comme UNESCO, UNESCO, ONU, c'est très nombreux. Il y a maintenant les multinationales. Il y a maintenant les groupes extrémistes. Je ne sais pas pourquoi ils se sentent touchés. Oh, j'ai expliqué que si le président de la République continue de tendre la main aux pays qui hébergent, c'est peut-être parce qu'il a entendu ONG. Et comment on sait qu'il y a des ONG qui financent en sous-main des succursales en Afrique pour entretenir les antagonismes dans les guerres, ça peut l'offusquer, n'en déplaise, elle doit me comprendre. Et je dis donc que c'est dans la criminalité internationale. Vous pouvez interroger, par exemple, Boris Berthaud. Il est en train de préparer une thèse en criminalité. Donc, quand les groupes extrémistes, leurs intérêts convergent avec ceux peut-être des multinationales, mais cela va de soi que le pays, qui est la cible, connaîtra des problèmes. Je voudrais plus revenir sur un certain nombre de problèmes qu'a connu le chef de l'État. Rappelez-vous d'une ONG catholique qui est sortie comme ça, là, de but en blanc, dit que le président lui a dépensé beaucoup pour ses visites. Donc il y a des histoires comme ça qui ont animé des chroniques ici au Cameroun. Je ne viens pas, ce n'est pas là l'objet du débat ce soir. Je voulais donc revenir à mes amis ici qui disent que le président Biya n'a pas dit ça. Je voulais leur dire que c'est le président de la République qui a parlé hier. Il ne faudrait pas que le RDPC soit le bouc émissaire de l'opposition camerounaise qui souffre d'un certain nombre de mots. Ce n'est pas leur problème, c'est le chef de l'État. S'ils veulent les discours de 4 heures de temps, qu'ils attendent le discours de la politique générale lors du congrès ordinaire ou extraordinaire du président Biya, le président du RDPC. Hier, c'est le chef de l'État qui a parlé. Et constitutionnellement, le président de la République fixe le cap. On parle de politique publique. C'est maintenant le gouvernement qui est chargé de l'action publique. Didier, c'est lequel ici? Didier, quoi? Une minute, Didier. Est-ce que vous comprenez cette polémique, entre guillemets, qui naît? Le président a parlé 3 mois après de ce qui s'est passé à Kumba, fait exactement 3 mois, et il n'évoque pas Ndikinimeki. Écoute Serge, je n'ai pas l'agenda du chef de l'État. Je ne sais pas l'agenda. Le président ne sait pas qui s'est passé quelque chose. Mais la preuve, c'est que son ministre de transport y était. C'est pas vous qui avez nommé le ministre de transport, M. Galibé. Il y était. On dit évoquer. Écoutez, je ne sais pas ce que ça aurait changé s'il avait évoqué dans son discours. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être de façon symbolique, mais son ministre était là. Son ministre a pris des dispositions. Son ministre a pris même, je crois, l'agence est exclue, je crois, est même exclue de l'activité de transport, suspendue, quelque chose comme ça. C'est vrai que personnellement, moi je pense que il faut aller plus loin parce que les raisons, les facteurs, les moteurs accidentogènes sont connus. L'empreinte, lorsqu'on parle aujourd'hui des routes nationales, l'empreinte écologique est très élevée due au fait que c'est des routes qui sont dépassées. Lorsqu'on les construisait il y a ça 20 ans aujourd'hui, on avait plus besoin des routes bidirectionnelles. Et en tant que lorsqu'on regarde, je fais des analyses sous le prisme de l'écologiste que je suis, je pense que lorsqu'on a la chance, le privilège d'avoir un pays où les
villes peuvent être reliées par les eaux, on peut développer le transport fluvial pour réduire l'empreinte écologique. Ça, c'est ma façon de voir. Donc, moi, je pense que j'ai même eu à discuter avec un délégué départemental de transport, je ne vais pas le citer ici. Je lui ai dit que la décision qu'a prise monsieur le ministre des Transports, c'est une décision pour moi qui ne va pas dans le sens d'une solution durable. Je voudrais revenir par exemple... dit, c'est à titre conservatoire. Tout à fait. Je voudrais revenir sur le discours. Moi, je me suis senti à l'aise dans ce discours-là parce que, moi, vous savez, à 14h, les gens peuvent consulter ma page. J'ai dit ici espoir d'une transition écologique en 2027 et j'ai dit COP21. Vous voyez, il y a des comme ça là, des chiffres, je ne suis pas magicien, nous sommes en 2021, il y a COP21. Et lorsque vous allez au chapitre 5, non, pas chapitre 5, paragraphe 5 du discours du chef de l'État, le chef de l'État pose effectivement le problème de l'origine du virus de la pandémie. Il se pose un certain nombre de questions. Et c'est ça la science. La science, c'est le questionnement. On n'est pas péremptoire, on se pose des questions. Il se dit, ben, si cette affaire arrivait, parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas encore dit, il y a l'origine du virus de cette grippe-là est encore en débat. Et il dit alors que, mais, si c'est encore en débat, on peut faire des supputations scientifiques. Parce que bien avant qu'on nous parle de la Covid, au Cameroun, en mars, décembre-mars, j'ai eu la chance de lire le rapport de l'Institut de développement de Montpellier. Le directeur, dans son rapport annuel, demandait aux Africains de conserver leur biodiversité. Parce que l'Organisme mondial de la santé nous renseigne que 60% des infections émergentes sont des zoonoses. Or, les zoonoses sont des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et vice-versa. On a des cas, par exemple, au Cameroun. Et lorsque la pandémie du Covid est apparue, on a parlé du pangolin. Or, le pangolin, le mammifère le plus braconné en Afrique aujourd'hui. Et les chauves-souris? Bien avant... Attends, je vais en venir. Bien avant cela, on a saisi des sacs de cailles de pangolin au port ici à Douala. C'est pour ça qu'on dit que le pangolin est le mammifère le plus braconné. Pourquoi je reviens donc sur la biodiversité? Les exemples sont les gens au Cameroun. Il y a eu un cas, par exemple, à Nyambisa, pendant la construction du barrage hydroélectrique de Nyambisa, on a vu des chimpanzés en divagation. Les grands singes. Oh, nous savons très bien que le virus d'Ebola est porté par les singes. On a eu le cas de Mbamekim. Je crois que c'est Mbamekim avec les lions en divagation. Oui. Ici, à Douala, les chauves-souris qui habitaient dans la mangrove sont maintenant avec nous à Bonanjo. Parce que leur espace naturel a été détruit. C'est ça l'appel du chef de l'État. Soit nous parlons de la transition écologique. Il faut protéger il faut conserver notre biodiversité. Voilà les raisons. Et il faut aujourd'hui, c'est pour ça que le chef de l'État va plus loin en indexant la biotechnologie qui avance sans la bioéthique. Il dit les gens se lancent dans la biotechnologie, manipulent les gènes, parce qu'on est là dans les génétiques, manipulent les ADN, parce qu'ils veulent trouver d'autres types d'armes biologiques. Et là, c'est le questionnement d'un chef d'État. Moi, j'ai trouvé cela excellent. C'est pour ça que je dis que je me suis retrouvé bien dans ce discours. Je pourrais paraître péremptoire. Dans le 5e paragraphe, il faut le dire. Ce 5e paragraphe, oui. Je serais même péremptoire lorsqu'il soulève même la question du changement climatique, parce qu'à la veille même de la COP21 à Paris, en décembre 2015, le chef de l'État a tenu un discours dans lequel il disait à l'opinion internationale que le Cameroun va réduire ses émissions de gaz à effet de 32%. Aujourd'hui, les changements climatiques, M. Charlin autour, sont des opportunités de déploiement de croissance. Je sors d'un atelier où le point focal changement climatique au Cameroun nous renseigne qu'il y a 27 000 milliards d'argent d'ici 2035 pour la mise en œuvre de notre contribution déterminée sur le plan national. On appelle tout le monde, même le secteur privé, de se lancer dans la lutte contre le changement climatique, tout simplement parce que c'est vrai, si tant il est vrai que nos émissions ne valent rien par rapport aux émissions globales, notre agriculture est l'activité qui produit plus
des gaz à effet de serre, mais cela ne va pas sans dire que si on se met dedans, on a la chance aujourd'hui de capter les fonds au niveau international. Donc je pense qu'il faut bien relire le discours du chef de l'État. Il ne faut pas rester dans le nihilisme, dans le manichéisme, tout simplement parce qu'on veut jouer à l'opposant. Non, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Voilà, on va repartir à Paris où nous attend Jean-Jacques Ndiok du PCRN. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir Serge. Et merveilleux à vous, Jean-Jacques. Je rappelle que vous êtes membre du Politburo, le bureau politique et président section France PCRN. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça, Serge. Je saisis l'occasion qui m'est offerte là pour présenter mes vœux à toute la communauté PCRN de par le monde. Présenter les vœux de longévité de santé à son président national, l'honorable Cabral Libye, et à son épouse. Présenter aussi les vœux le meilleur à toute la population d'Uncam, et particulièrement de l'arrondissement de Yabassi, qui, j'imagine bien, a passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Aussi, n'est-ce pas, à la communauté PCRN de la France, et bien évidemment à ma famille. Dites-moi, Jean-Jacques, comme Didier Imkwa, vous vous êtes senti à l'aise dans le discours du président hier? Ben, Serge-Alain, ce que je peux dire, mes précédents interlocuteurs ont déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Je pense que s'il y a quelque chose à dire, c'est beaucoup plus le discours de mon président national qu'il a présenté hier, avant celui du chef de l'État. Tous les observateurs politiques s'accordent à dire que le discours du chef de l'État était un discours plat. On parle du discours à la nation du président de la République. Alors que je commente, ça aurait été mieux de mon président. Mais comme vous évoquez celui du chef de l'État, le discours qu'il a fait hier à 20h, ça fait bientôt 38 ans qu'on écoute son discours de manière très régulière dans les télévisions. Mais les observateurs, tous les observateurs essaient de conclure que le discours du chef de l'État hier était un discours presque plat, insipide et moins captivant. Le seul moment qu'on peut dire qu'il était un peu intéressant pour l'opinion publique, l'opinion nationale, c'est peut-être quand il a fait un clin d'œil, n'est-ce pas, au personnel soignant, que je rappelle se sont dévoués pour essayer un peu d'éviter au Cameroun le pire dans le traitement de la pandémie. Mais à part cette partie de son discours, dans l'ensemble, tout ce qu'il a évoqué, c'est ce que les Camerounais savent déjà. La guerre dans le nord-ouest-sud-ouest, la guerre dans l'extrême nord, les conditions de vie des populations, c'est ce que les Camerounais vivent au quotidien. Donc il n'y a eu rien de nouveau qu'il a dit dans son discours d'hier. Seulement, ce qu'on peut encore observer, comme les Camerounais ont de l'imagination, ils ont changé le DCE en SDN. Aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup plus de stratégie nationale de développement à horizon 2030, alors que le précédent document était à horizon 2035. Donc, on a gagné 5 ans. Est-ce que ce nouveau document, quelle est la lecture que le chef d'État a donnée aux Camerounais? Je vous rappelle quand même que le discours du président Cabral, qui a fait beaucoup plus tôt, a évoqué un certain nombre de faits qu'on aurait souhaité que le chef de l'État essaie un peu de parler. Il y a le GICAM qui a évoqué des fermetures d'entreprises de grande envergure que le président Cabral a rappelé, les pertes d'emplois qui sont envisagées. Mais dans le discours du chef de l'État, on n'a pas fait allusion à tous ces problèmes que les Camerounais vivent au quotidien. Il nous a annoncé le taux de 4% qu'on espère avoir, qui est la résultante de la pandémie. Il a annoncé que l'inflation ne fait que galoper. Donc on a eu que des très mauvaises nouvelles. Rien d'intéressant pour que les Camerounais puissent avoir une nouvelle trajectoire, pour que les Camerounais puissent savoir exactement où est-ce qu'ils doivent aller. Il nous rappelle qu'il va engager les grands travaux à nouveau pour la CHAN et pour la CAN 2021 et 2022. Mais l'argent avait déjà été débloqué pour ces travaux. Il y a eu un glissement. Bon, ça veut dire qu'on va perpétuellement mettre de l'argent là où on avait déjà mis et que les ayants droit, si je peux les appeler ainsi, ont pu prendre sans qu'ils puissent avoir des sanctions. Donc je pense que les 25 ou 28 minutes qu'a duré le discours du chef de l'État
nous, au PCRN, on n'a pas tiré grand-chose et je pense que aussi l'ensemble des Camerounais, en leur globalité, n'ont pas pu prendre quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est tout ce que nous connaissons, c'est tout ce que nous avons l'habitude d'entendre. Nous avons eu de la peine à pouvoir tirer quelque chose d'intéressant dans le discours du chef de l'État. Jean-Jacques, vous parlez du corps médical. Le président a félicité ce corps médical une fois de plus après sa sortie du 19 mai dernier. Il a félicité une fois de plus le corps médical et nos forces de défense et de sécurité. Oui, disons que, bon, il n'a pas forcément fait... Il n'a fait que féliciter, mais je pense que comme les pays, comme certains pays de même rang que le Cameroun ont fait davantage pour cette classe de travailleurs investis, je pense que le chef de l'État aurait pris d'autres mesures plus fortes vis-à-vis de ces Camerounais, ces valeureux Camerounais qui, je vous rappelle que beaucoup ont donné de leur vie pour sauver ces Camerounais. Vous savez, ce n'est pas trop dans les habitudes du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il est difficile qu'il prenne à corps certains problèmes de la société et qu'il essaie un peu de les récompenser. Donc on aurait bien attendu qu'il prenne des décisions très fortes par rapport au corps médical. Je comprends bien qu'il est en train de relever les âges de retraite des uns aux autres. Le personnel médical qui a vu sa situation en revue, situation financière. Oui, donc il y a quand même des décisions très fortes, que ce soit du corps médical, que ce soit des forces de maintien de l'ordre qui perdent leur vie au quotidien, des jeunes enfants de 20 ans, 18 ans, 19 ans qui meurent sur le champ de bataille. On peut comprendre qu'ils ont choisi cela, mais à un moment donné, il faut savoir qu'ils luttent depuis bientôt, si je prends le cas de la guerre de Nozo, ça fait bientôt 4 ans qu'ils sont là-dedans. On est à peu près à plus de 3 000 ou 4 000 morts aujourd'hui, et on ne sait pas ce que nous aurons demain comme chiffre. Donc à toutes ces personnes qui donnent de leur vie pour à la fois protéger nos frontières, c'est le cas des forces de maintien de l'ordre, et de l'autre côté, le corps médical qui a saigné depuis le mois de mars 2020 pour essayer de protéger les Camerounais, donner de l'heure. Je vous rappelle quand même que c'est passé inaperçu, mais il y a une décision qu'on voulait faire payer les tests Covid. Vous imaginez un peu le scandale que ça devait faire. On payait les tests Covid 30, on dit 90 000, 100 000 par-ci, par-là. Le gouvernement a dû faire un rétropédalage pour annuler cela. Vous voyez que non seulement les personnels soignants n'ont pas des salaires décents, au même moment, on nous fait payer des tests Covid. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien là-dedans? Nous, je pense que nous, au PCRN, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je pense que ces deux catégories, le chef d'État doit faire davantage une reconnaissance, parce que c'est les personnes qui sont au quotidien pour sauver les Camerounais. Voilà, ça vous vouliez répondre à Jean-Jacques? Oui, allez-y rapidement. Je voulais répondre à Jean-Jacques concernant la stratégie nationale de développement. Vous savez, en forêt, si vous voulez sortir d'une forêt, vous vous retrouvez sous un même arbre, un pied d'arbre 3 fois, c'est que vous êtes trompé de sortie. Et lorsque vous reconnaissez que vous êtes trompé, c'est une qualité. Le président Biya dit ceci dans son discours. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Le document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs. Quels sont ces objectifs, je vous en Didier? prie, monsieur, je vous en prie, laissez-moi parler. Parlez. Nous partons du document stratégie de la croissance et de l'emploi. Avant d'y arriver, nous étions d'abord dans le document stratégique de réduction de la pauvreté. Lorsque nous sommes passés au DSCE, beaucoup d'experts, même du FMI, que je n'aime pas beaucoup, ont qualifié ça de grande poussée, de big bush. C'est-à-dire, on a pris comme ça là, de façon globale, la construction des grosses infrastructures qui ont englouti beaucoup d'argent. On se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas produit l'effet escompté. C'est pour ça qu'on parle de croissance à 2 chiffres, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, lorsque vous décryptez très bien la stratégie nationale de développement en 2030, vous verrez que ça ressemble un peu au document de stratégie de réduction de la pauvreté. Donc ça, c'est un discours assez sérieux qu'il faut décrypter, pas avec les glaces idéologiques ou partisanes.
Vous comprenez? Il faut regarder ce discours de façon technique. Chacun en 30 secondes. Hein, Jean-Jacques a posé un problème. Le président a une fois de plus salué la bravoure du personnel de santé ainsi que de nos forces de défense et de sécurité. Et ils attendent quelque chose. Est-ce qu'ils attendent une valorisation? Est-ce que... Vous savez, ces gens-là, c'est parce que... En dehors des félicitations... Le débat sur la démocratie que le président de la République a soulevé, c'est un sujet sur lequel nous devons discuter. Quand le président dit que nous n'avons que quelques décennies... Non, j'ai posé une question, Nadia, oui, rapidement, sur le... Oui, je voulais d'abord répondre à mon co-panéliste qui a dit sur que... Quoi? Sur la... Il a parlé des change of the document. He changed from the SND. Non, je pose une question. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à couper. On est en train de sortir l'émission. Si vous voulez qu'on parle du personnel plan, vous savez que le président a pris un décret déjà pour harmoniser l'âge de la retraite des fonctionnaires. Maintenant, s'il faut attendre l'augmentation, moi je suivi un fonctionnaire qui a demandé l'augmentation des salaires, qu'on revienne au niveau qu'on avait en 93. Il y a une seule personne qui a le pouvoir de décision, c'est le président de la République, mais dans le contexte économique actuel, où nous sortons de... Pas que nous sortons, nous sommes encore dans la Covid qui a frappé économiquement notre pays. Je doute fort que ce soit possible en 2021. Serge Gauthier. Oui, vous parlez... C'est normal qu'on félicite ceux qui se distinguent par des actes exemplaires. Oui. C'est-à-dire qui se donnent à fond pour la nation, pour le pays. Maintenant, quant à l'augmentation de salaire, je suis d'accord avec Eyoum qui dit qu'il faut apprécier le contexte. Mais on pourrait également... Les solutions pourraient exister. C'est-à-dire que dans la réduction du train de vie de l'État, et c'est cela. C'est-à-dire qu'on a l'impression au Cameroun que ceux qui se tuent à la tâche sont les plus défavorisés en termes de rétribution. Et vous avez évoqué la France aujourd'hui. La Covid a démontré dans les pays occidentaux que tous les corps de métier qui étaient lésés dans l'ensemble étaient ceux qui contribuaient le plus au bonheur des populations. Je pense qu'il faut reconsidérer également ça, puisque nous sommes dans le miroir de l'Occident et nous devons aussi de temps en temps y puiser ce qu'il y a de meilleur et de bon de ce Oui, Nadia, rapidement donc. Oui, je voulais dire qu'on ne peut pas passer le temps à couper les... We cannot pass time cutting the branches while the roots are still rotten. So he cannot tell me that the change of the document will do anything. He needs to change the government. And I want to say that in the total speech of the president, we have the lack of planning, no strategy. We felt pride in his speech. And all what he said was what all the Cameroonians already felt. These are things that we felt. We needed solutions rather than blame game and all what he said. So I denounce, I am saying that the speech of the president was Cameroonians did not find themselves in it. And to talk of the speech of the president be translated is not normal because he has been on power for 38 years. He was supposed to be an example. He was supposed to speak in English and in French. You know, the southern, the north, and the northwest and southwest are crying of assimilation. The language of the northwest and southwest, they cry that they have been assimilated. The president would have come out and spoke in English and in French to make sure that the Anglophones find themselves in what he's saying. There are some Anglophones who said he would have really relieved. It would have made ça pouvait être moyen d'apaisement pour dire que les Anglophones se ressentent sur ce qu'il est en train de dire. On ne s'est pas ressenti. Il y a d'autres qui ont dit on n'a pas compris ce qu'il est en train de dire, even though the translation came. Yes, that's why I say even the translation came, but we want the father to speak to us in a language we want to hear. We don't need people translating the speech. So I think there is so much, il y a beaucoup de manquements sur son discours de hier là. Merci Didier Imkwa. Oui, je pense que l'émergent tant attendu passera par la transition écologique, merci. Transition énergétique, et nous sommes prêts à soutenir le SND en 2030. Merci Serge Gauthier. Merci à vous. Merci à vous, Akwen Nadien. Merci d'être venu. Merci à toute la grosse équipe conduite par Georges Mitterrand pour cette édition spéciale. Madame, monsieur, on se retrouve lundi pour Equinox Soir.